Bienvenue sur Géopolitis. Ça vous a plu ou déplu, mais en tout cas, les photos de François Hollande en train de sortir de chez sa petite amie, vous vous rappelez, le scooter, la rue du Cirque près de l'Élysée, vous les avez regardées, ces photos. Et le premier cliché de Nicolas Sarkozy avec Carla Bruni, ça n'est pas passé inaperçu. Que dire des photos, c'est plus ancien, où l'on voyait la princesse Diana avec son amant Dodi Al-Fayed. Vous voyez, toutes ces photos, vous les avez quelque part en tête, d'accord ? C'était pour beaucoup des photos volées, mais pas des photos truquées. Nuance. Et derrière ces appareils photos, souvent munis d'énormes téléobjectifs, il y a, vous l'avez compris, des paparazzis. Leur métier, leur idéal, leur raison d'être et aussi leur gagne-pain, décrocher la photo que les autres n'auront pas ou n'auront jamais. Avoir le scoop de l'année, la photo qui sera publiée en exclusivité dans le monde entier. Car, et c'est aussi ce qui intéresse cette édition de Géopolitis, ce produit-là, la photo qui marque, c'est quelque chose qui va se vendre partout sur la planète. Et en cela, nos paparazzis font eux aussi de la géopolitique. Il y a une photo qui a été prise, figurez-vous, en 1898, très exactement le 31 juillet 1898. Une photo scandaleuse, historique, incroyable, prise par deux photographes que l'on n'appelait pas encore des paparazzis. Il s'agit du cliché représentant le chancelier Bismarck sur son lit de mort. Après avoir soudoyé une employée de maison, les deux hommes avaient pris cette photo du mort, la famille avait poursuivi les photographes en justice. En somme, ce monde très particulier de la photo inédite, scandaleuse ou pas, eh bien ça ne date pas d'hier. Et si publication il y a, c'est qu'il y a des journaux ou des médias pour les diffuser. Et si elle existe, cette presse-là, c'est qu'il y a des lecteurs, des téléspectateurs ou des internautes pour les regarder. Simpliste comme raisonnement ? Oui, mais vrai. Vous voulez une preuve ? La photo de Mitterrand sur son lit de mort, cela a fait pour Paris Match 1 400 000 exemplaires, record pulvérisé. Mais au fait, qu'est-ce que ça veut dire, paparazzi ? D'où vient ce nom ou ce surnom ? Eh bien, on va vous le dire dans un instant, le temps de visionner un extrait du fameux film de Fellini, La Dolce Vita. Explication. Paparazzi, c'est une contraction de deux mots. Papatacci en italien, ce sont ces petits moustiques particulièrement accrocheurs, bien connus de Fellini dans la plaine du Pô, d'où il est originaire, et de razzi. Les razzi, ce sont les éclairs des flashs des appareils photo. Voilà donc pour l'appellation paparazzi. Il y a d'autres explications, mais disons que c'est celle de Fellini qui tient le mieux la route. Voilà donc pour le passé. Le présent, c'est le développement de la presse people, débouché naturel, mais pas seulement pour ces photographes de presse particuliers. L'avenir, eh bien, on ne le sait pas trop, car les agences de presse traditionnelles, on va le voir, connaissent désormais des heures très sombres. On le sait, ce qui marche le mieux, ce sont les couples Nicolas et Carla. Avant, c'était Nicolas et Cécilia. Et puis, il y a eu Cécilia et Richard, d'où la colère de Nicolas. Après quoi, on a eu un rappel de François et Ségolène, puis François et Valérie, et enfin François et Julie. Un autre François, président lui aussi, avait été pris en photo avec sa fille Mazarine. Beaucoup plus souriant, il y a les Grimaldi et les Windsor, les deux familles qui auront fait la fortune et des photographes et de la presse people. Caroline, Stéphanie, Albert, côté Méditerranée, et côté Manche, Charles, Diana, Camilla, William, Kate, Harry, et, c'est la toute dernière cible, la petite amie de Harry, Cressida. Ah, l'affaire Diana, la mort de la princesse dans ce tristement célèbre tunnel routier de la place de l'Alma à Paris. Un événement suivi par le monde entier et, au tout début en tout cas, une mise en accusation générale des paparazzis jugés responsables de l'accident pour avoir poursuivi la Mercedes dans laquelle se trouvait l'ex-épouse du prince Charles. La justice, par la suite, a fait la part des choses. Il n'empêche, les photographes ont été insultés, détestés, haïs
par une bonne partie de la population, au sein de laquelle tous ceux et toutes celles qui avaient sans état d'âme dévoré la presse People pour tout voir, tout savoir de Diana, de son mariage en Mondiovision, à sa mort tout aussi médiatisée. Dans un autre monde, celui du cinéma, il y a un curieux rapport attraction-répulsion entre acteurs et paparazzi. Les uns ont souvent besoin des autres et inversement. En tout cas, George Clooney, lui, ne les aime pas, les paparazzi. Il ne cesse de dénoncer le rôle néfaste qui, selon lui, les caractérise. Ils sont donc nombreux, les photographes, soit à le huer lorsqu'il passe devant eux, soit à planquer, par exemple, devant sa belle villa au bord du lac de Côme. 2010 aura été une année noire pour les grandes agences de photojournalisme. Il faut savoir que Paris était, dès les années 60, la capitale de la photo de presse, avec la création d'agences mondialement connues comme Sigma, Gamma ou Sipa. Les photographes français étaient considérés comme les meilleurs, on les voyait partout dans le monde, aussi bien dans les coulisses du Festival de Cannes que sur les champs de bataille du Proche-Orient. Ce temps-là est révolu. Les trois grandes agences n'existent plus, en tout cas plus dans leur forme originale. Indépendamment des questions de stricte rentabilité commerciale, ces agences ont été mises à mal par le développement d'Internet, puis elles ont été confrontées violemment à la concurrence des agences de presse. Enfin, la crise de la presse, dès la fin de l'année 2008, les a condamnées. Le coût médiatique de certains paparazzi ne peut pas faire oublier l'état de déliquescence de l'ensemble de cette profession de photojournaliste. L'invité de Géopolitis, Pascal Rostin, photographe de presse. Vos confrères disent, avec une pointe de jalousie, le roi des paparazzi. Quelle immodestie. Alors, paparazzi, on a expliqué dans le sujet de quoi il s'agit. Avant de rentrer dans le vif du sujet, moi j'ai une question. Dans votre livre, vous dites, c'est moi qui ai prêté mon appartement à François Hollande et Valérie Trierweiler au tout début. C'est vrai. Pour échapper au paparazzi, alors. C'est un paradoxe. C'est le monde à l'envers, quand même. C'est presque schizophrène. Mais c'est vrai que vous connaissez le président de la République et que vous le tutoyez? Je connais très bien François Hollande. Je connaissais également très très bien Nicolas Sarkozy. Mais je pense que c'est le principe du journalisme, c'est évidemment d'essayer de s'approcher le plus possible de ce que nous, on appelle vulgairement nos clients. Et je ne connais pas un journaliste qui refuserait de filmer, de décrire l'intimité d'un chef de l'État. Moi, j'ai eu cette chance de pouvoir faire des voyages avec Carla Bruni et Nicolas Sarkozy. Je suis parti aux Nations Unies, dans Airbus One. Je suis parti au G8. Avec François Hollande, tout simplement parce que François Hollande, sa compagne s'appelle Valérie Trierweiler et que nous avons travaillé ensemble pendant 25 ans au sein de la rédaction de Paris Match. Donc, vous faites partie de ce petit cercle parisien où tout le monde se connaît, où Sauf les méchantes langues, et où les méchantes langues disent que tout le monde couche avec tout le monde, ce qui est parfois vrai. Mais pour vous, c'est un moyen, cette complicité, justement, d'arriver à ce but ultime du journalisme qui est, en l'occurrence la photo, d'avoir la photo. C'est très très compliqué parce que le journalisme, moi, c'est un métier que vous connaissez bien. Nous le pratiquons depuis une trentaine d'années. C'est un métier extraordinaire. J'adore ce métier. C'est un métier formidable. Le Graal de ce métier, le Graal, c'est quand même de révéler, c'est de raconter une histoire. Mais à condition que ce soit vrai. Ah, évidemment, en gardant toujours son libre arbitre. Alors c'est vrai que lorsqu'on s'approche du pouvoir, et en particulier d'un président de la République, moi j'en ai approché beaucoup au long de ma carrière, garder son libre arbitre, c'est très important, et éviter de se faire instrumentaliser, manipuler. Mitterrand avait essayé, ça n'a pas marché. Mais souvent, le jour où on me dit tu vas faire une photo comme ça, nous allons contrôler l'image, nous allons décider... Ça vous plaît pas? Je m'en vais. Bon, je m'en vais. Vous êtes copain avec Sarkozy, et puis un jour vous vous fâchez parce que c'est vous qui faites la photo de Cécilia avec son amant de l'époque qui est devenu son mari. Oui, en couverture de Paris Match. Alors là, Sarkozy, il vous parle plus? Non, parce qu'en fait, ça s'est passé un petit peu dans l'autre sens. C'est-à-dire que je ne le connaissais pas. Donc, nous avions cette information. Comment nous avons eu... Qui était notre informateur sur l'histoire de Nicolas Sarkozy? Nicolas Sarkozy lui-même. Il le dit en direct sur France 3. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, comme beaucoup de Français, en ce moment, nous passons une période un peu compliquée dans notre couple. Nous avons des problèmes de couple. Mais donc, ça suffit pas ça suffit quand même à déclencher, on va dire, l'intérêt du public, donc des journalistes. D'accord. Mais la photo, il y a quelqu'un qui vous dit, allez à New York tel jour, vous verrez Cécilia Sarkozy avec son amant? Justement, dans ce livre que je viens d'écrire, j'explique toute l'histoire parce que nous avions déjà fait des photos. Ils avaient été vus ensemble à Petra en Jordanie. Ils avaient été vus par beaucoup de touristes français, donc ils ne se cachaient pas, c'est ça qui est important. Après, nous avions fait des photos à Paris.
Nous avons, après, sur la Côte d'Azur, à Cannes, on avait fait des photos. Et un jour, on a cette information qu'ils partent s'installer à New York. Donc, nous partons à New York et on fait cette fameuse photo en couverture de Paris Match qui déclenche évidemment la colère du ministre de l'Intérieur. On peut le comprendre. Le problème, c'est que quelques mois plus tard, il se marie avec une amie d'enfance qui s'appelle Carla Bruni. C'est encore quelqu'un que vous connaissez, que vous tutoyez. En fait, vous tutoyez tout le monde, toute la République. Sauf vous, monsieur Xavier Collin. Je vous tutoyais il y a 30 ans. Mais on se connaît bien, les téléspectateurs n'ont pas de raison de ne pas le savoir. On se connaît depuis 30 ans et nous pratiquons chacun, dans notre style, une forme de journalisme. On essaye. Ce que je retiens aussi de votre livre, Pascal Rostin, c'est que vous dites, attendez, moi je fais des photos volées, peut-être, mais pas truquées. C'est le plus important. Mais est-ce qu'à partir du moment où elle est volée, la photo, elle n'est pas quand même déjà truquée? C'est une question naïve, mais pas tout à fait. Non, c'est assez compliqué parce que, pour moi, le plus important, on a fait un métier dont les règles ont été écrites par des gens comme Pierre Lazareff. Pierre Lazareff, qui était le fondateur, propriétaire et directeur de François. C'est lui qui disait, si on peut pas rentrer par la porte, il faut rentrer par la fenêtre. Il en a fait des pas mal. Devise, hein. Il en a fait des pas mal. Et il a dit, le journalisme est un métier très simple. Il y a 3 règles. La première vérifiée, la seconde vérifiée, la dernière vérifiée. Donc le plus important, c'est que ce que l'on publie soit la vérité. Après, même si ça dérange. Hein. Alors, on a des limites. Oui. Évidemment qu'on a des limites. Et nos limites, elles sont où, nos limites? Elles nous sont fixées par les gens que l'on photographie. Ségolène Royal, elle se baigne l'été en maillot de bain, 2 pièces, casquette, lunettes de soleil. On la photographie. Elle n'est pas topless, elle n'est pas enroulée dans un fiancé, c'est pas indécent, c'est pas indigne. Elle attaque à ce moment-là parce qu'on la photographie en maillot de bain en train de se baigner. Elle gagne? Elle attaque. Évidemment qu'elle gagne. En France, on gagne systématiquement. Ça fait partie, entre guillemets, du jeu. La même Ségolène Royal, quelques années auparavant, nous invite Paris Match et Antenne 2, 2 jours après son accouchement, dans la chambre de la clinique, à filmer ce bonheur familial. Alors, où sont les limites? Où est la décence? Où est l'indécence? Parce qu'à partir du moment où vous voulez jouer la transparence, où vous entr'ouvrez les portes de votre intimité, les portes de votre salon, les portes de votre chambre, il faut pas s'étonner que le public, c'est pas nous, hein, c'est le public, ait envie de savoir ce qui se passe dans le jardin par la porte de derrière. Un paparazzi heureux et fier de l'être. Alors très heureux, mais inquiet parce que nous avons en ce moment une énorme exposition au Centre Pompidou de Metz, et j'ai l'impression que c'est un peu une exposition à titre posthume et que c'est un peu chronique d'une mort annoncée. Pourquoi? Parce que les gens aujourd'hui ont tous un téléphone qui fait des photos. Donc il y a des milliards. Moi j'ai commencé dans les années 70, on était une 50aine. Dans le monde, on se connaissait. Sauf en Italie, ils étaient 60 millions, mais ça c'est dans leur ADN. Aujourd'hui, nous sommes des milliards, non seulement de paparazzi ou de journalistes potentiels, mais si vous voulez avoir des infos sur Obama, sur Mick Jagger, sur Johnny Hallyday, ils s'auto-paparazzi, ils se auto-selfient toute la journée. Donc notre métier, évidemment, se meurt doucement. Mais j'ai eu la chance de commencer ce métier à une époque d'une élégance incroyable où nous faisons partie de l'environnement des célébrités. Les gens que je photographiais à l'époque s'appelaient Richard Burton, Liz Taylor, Steve McQueen, Brigitte Bardot, Grace Kelly, Jacqueline Kennedy, Romy Schneider. C'était incroyable et c'était pas du tout agressif. Moi, j'ai commencé à l'époque de la Dolce Vita, de Vacances romaines, où c'était pas du tout. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le métier aussi m'excite beaucoup moins. Parce que qui sont les célébrités aujourd'hui? Des starlettes de la télé-réalité avec des cuits de Solmenière qui montrent un bout de nichon vulgaire, des footballeurs avec 2 neurones. Moi, personnellement, ça ne m'enthousiasme pas autant que ce que j'ai connu à l'époque. Pascal Rostin, merci. Je rappelle que vous êtes, entre guillemets, mais c'est vrai, le roi des paparazzis. Allez, on y va. Merci à vous, en tout cas. Merci. Merci. Ça fait vendre et ça fait du bien à la presse people qui en a bien besoin. Regardez Closer, le fameux magazine par lequel nous avons appris la liaison de François Hollande avec l'actrice Julie Gaillet. Le numéro 448 est devenu un collector. Il s'est vendu à 600 000 exemplaires, soit le double de son tirage habituel. La recette du succès, un nouveau concept qui tient du people, les gens, mais pas n'importe quels gens, pas des gens banals, non, des gens de la haute, comme on dit, et si possible, de la haute politique. Bref, on est dans l'idée de pipolitique, contraction de people et politique. Et c'est ce qui marche et qui se vend, puisque les amours des petites starlettes, ça n'intéresse plus grand monde. Mais le pipolitique, c'est nouveau, ça rebranche les lecteurs sur les réalités quotidiennes des politiques et même ça réveille les rédactions des médias, disons, plus classiques, plus traditionnels, qui eux aussi font de cette pipolitique leur beurre. Car l'affaire dévoilée par Closer a profité à toute la presse, même celle qui ne fait pas d'habitude
dans le People. Alors, la suite, c'est quoi? Eh bien, c'est la course à celui qui offrira, moyennant une belle rétribution, une photo de François Hollande et de Julie Gaillet ou quelqu'un d'autre en amoureux. Cette photo-là, tout le monde la regardera. Et sur la page web de Géopolitis, préparée par David Nicole, vos commentaires sur cette question des paparazzis. À votre disposition, toute une série de séquences vidéo, de sites internet, d'infographies, de photographies et d'archives. Géopolitis en podcast, bien sûr. Et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis.